Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, plusieurs d'entre nous ont tenté de décrypter la situation de nos pays respectifs, et particulièrement celle du Congo. Mais en parcourant tous ces ouvrages qui paraissent sur la situation de l'Afrique centrale en général et sur celle du Congo en particulier, il nous semble que quelque chose fait défaut ou alors quelque chose manque. Et c'est pour parer à ce déficit que, aujourd'hui, un Congolais de père et de mère, Congolais d'origine, a voulu mettre sur le marché et à votre disposition un nouvel ouvrage intitulé « Ma Nation ». C'est pour décrypter cet ouvrage, analyser les concepts qu'il utilise, que nous sommes réunis maintenant autour de cette table pour pouvoir vous présenter une nouvelle conception des choses, les grandes lignes qui peuvent faire bouger les lignes au Congo. Pour décrypter cet ouvrage, je m'en vais vous présenter les intervenants de ce jour. Je commence par M. Guillaume Mandiolo, l'auteur lui-même. M. Guillaume Mandiolo est avocat, diplômé d'études spécialisées en droit de l'homme, doctorant, essayiste et président d'un parti politique appelé le Parti républicain congolais. À sa gauche, je m'en vais vous présenter M. Jean-Pierre Samba Télé, président d'un mouvement politique appelé Mouvement pour la révolution de mentalité. M. Jean-Pierre Samba Télé est obstétricien, criminologue et consultant en droit de l'homme. À la droite de M. Guillaume Mandiolo se trouve M. Joseph Mbungu, journaliste, éditeur responsable du journal Présence congolaise et membre fondateur du MLC et de la BACO. Et à la droite de M. Joseph Mbungu se trouve M. Giscard Eteki, détenteur d'un DEA en sciences politiques, d'un DES en sciences en gestion des ressources humaines et dynamique des organisations, et en même temps consultant. Messieurs, l'ouvrage qui nous réunit ici est intitulé « Ma nation, de la dégénérescence d'une nation et de sa renaissance ». Ce titre est tout un programme. Il part d'un constat de la dégénérescence d'une nation depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours. Une dégénérescence d'un point de vue politique, économique et juridique. Tout cela tourne autour d'un concept central, l'autonomie du peuple congolais. Le deuxième constat, c'est celui de l'absence d'une classe politique responsable au Congo. Et par-delà le Congo, l'absence d'une classe politique responsable dans toute l'Afrique. Parce que les responsables et les dirigeants politiques congolais sont cupides, obéissant aux autorités occultes. D'où la notion de responsabilité qui sera analysée. La problématique de cet ouvrage peut être résumée en ces 4 questions. Comment sortir le Congo du marasme économique? Comment le soustraire des dominations extérieures? Comment faire advenir une classe politique responsable, soucieuse de l'intérêt général au Congo et en Afrique? Et enfin, comment mettre fin à la prédation locale et étrangère qui sévit nos pays. L'objectif de cet ouvrage est double. À mon sens, il s'agit de faire prendre conscience de la situation tragique dans laquelle gît le Congo, à partir de l'occupation léopoldienne exterminatrice, à partir d'un concept sur lequel on pourrait peut-être discuter, du génocide lent des peuples africains, et particulièrement du peuple congolais, et de l'invasion actuelle du Congo à partir de l'Est. Le deuxième objectif, c'est comment tenter de mobiliser les masses et les consciences africaines et congolaises vers une nouvelle classe, vers un nouveau leadership politique. Sans plus tarder, je m'en vais poser la première question à l'auteur, M. Guillaume Mandiolo.
pour qu'il nous dise si l'esprit qu'il a animé en rédigeant, en publiant cet ouvrage peut être aussi appliqué dans d'autres contrées d'Afrique, par exemple au Cameroun, au Sénégal, en Afrique du Sud ou en Égypte. Monsieur Guillaume, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur Boukata. En fait, c'est tellement simple de pouvoir les dire que ça ne me pose aucun problème. Dans la mesure où la manière dont j'explique la construction de l'État du Congo est quasiment de la même façon en fait que la plupart des États africains en général ont été aussi organisés par les occupants, les divers occupants, dans un premier temps dans les cadres de l'esclavage et par la suite dans la formation des entités qui étaient sous colonisation. Donc finalement, on se trouve carrément dans la même forme, le même type d'État, conçu de la même façon, qui au préalable avait des entités politiques, entre autres les royaumes, les empires, un peu partout en Afrique ça a existé. C'était vraiment les entités politiques, mais qui ont été remplacées par les découpages des occupants. Donc finalement, en y regardant de plus près, donc on peut faire quasiment la même chose. Le modèle que je propose est effectivement applicable au cas d'espèce congolais, mais néanmoins il peut s'appliquer aussi à énormément d'entités politiques africaines et noires en particulier. Donc à ce niveau-là, ça ne pose aucun problème. En fait, c'est la même médication, si on veut, qui permettrait de pouvoir appliquer ce que je propose à l'entité aussi bien congolaise que d'autres entités négro-africaines. Voilà un peu, donc je crois que là-dessus, il n'y a pas de doute. Tout à fait. Votre réponse, et quand on lit votre ouvrage, il semble que vous opposez deux conceptions philosophiques, celle de Hobbes et celle de Jean-Jacques Rousseau. Est-ce que ces deux conceptions peuvent constituer le point de départ d'une réflexion philosophique ou d'une politique applicable à l'Afrique et au Congo? Là, je vais m'adresser à M. Giscard Eteki. Je vous remercie. Je voudrais, avant de répondre à la question, revenir un tant soit peu sur le propos tenu par mon prédécesseur, notamment l'auteur du livre. Écoutez, je pense que le constat de ce jour, tel qu'il a brossé, est celui de l'Afrique en général. Effectivement, tous les pays africains partagent une histoire commune qui est celle de la colonisation, qui est celle de la balkanisation et qui est celle aujourd'hui du néocolonialisme. Et elles sont toutes portées par une volonté d'autodétermination. Et pour rentrer dans le vif du sujet et pour aborder concrètement la question que vous m'avez posée, effectivement, je veux dire, dans ce livre tel qu'il est présenté, il y a une double dimension de la liberté qui est présentée selon une double assertion. La première, c'est le concept de l'état de nature de Hobbes, et l'autre, c'est le concept de la liberté co-contractuelle. Moi, je pense personnellement qu'il y a véritablement une difficulté de perception, même si au-delà de tout, ces deux approches qui sont contradictoires, et on se retrouve finalement dans l'enjeu qui est clé, qui est celui de la liberté. Merci beaucoup, Monsieur Eteki. En lisant toujours, déjà dans le préliminaire, le chapitre préliminaire de cet ouvrage intitulé Ma Nation, M. Guillaume Mandiolo écrit « Le postulat de l'infériorité du noir est nourri à la source ou au discours de Robespierre en 1794 ». Et là, je m'adresse à M. Joseph Mbungu, lui qui est éditeur. Est-ce que cette conception est partagée par les auteurs que vous avez déjà publiés? La conception suivant laquelle les relations du monde aujourd'hui sont bâties sur la notion de l'infériorité du noir par rapport au blanc. Pour répondre à votre question, je préfère vous dire que j'étais pris à pied levé. Les livres, je les... Dès le premier jour, malheureusement, je ne l'ai pas encore lu pour pouvoir répondre correctement parce que j'étais occupé à lire un autre livre où on parle du complot de grandes nations qui ont décidé vers les années 73 de semer le bordel au Congo. Congo avec K. C'est ça qui m'a retenu, que je n'ai pas pu lire ce livre. Mais quand j'ai vu, maintenant quand j'ai appris que je devais venir ici, j'ai pris rapidement les livres et j'ai vu seulement sur la couverture. Quand on parle d'un soldat congolais là-bas, moi ça m'a frappé.
Parce que quand on parle de soldats, moi je pense aux véritables soldats, je pense à la force publique, où les soldats congolais ont fait des merveilles à travers toute l'Afrique et à travers le monde. Et dans ce livre, que j'ai repris dans mes écrits aussi, il est dit que si les jeunes maintenant apprenaient l'histoire, lisaient bien les livres, disaient bien ce qu'un soldat congolais a fait dans le monde, eh bien, ils apprendront à aimer le pays, à pouvoir suivre l'exemple de ses ancêtres, et je pense que nous pourrons changer beaucoup de choses dans notre pays. Malheureusement, comme j'ai dit, dans notre pays, les responsables pour le moment, on donne l'impression qu'ils ne lisent pas, qu'ils ne font aucun effort pour pouvoir redresser la situation. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. On va revenir sur la notion du soldat congolais plus tard. Je crois que l'auteur pourra nous expliquer en long et en large ce qu'il entend par la notion du soldat congolais. Mais je voudrais quand même lui poser lui-même cette question parce qu'il insiste sur un concept qu'il utilise en fait en se référant à Robespierre. Il parle du darwinisme politique. Qu'est-ce qu'il entend par darwinisme politique? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2007, on peut encore parler d'une relation du type maître et esclave, dominant, dominé, et l'appliquer aux relations nord-sud? Monsieur Guillaume Angiolo. Oui. Pour revenir très rapidement sur la question qui a été posée, à savoir si Monsieur Mbungu pouvait, dans les cadres de ce qu'il produisait ou ce qu'il soutenait dans ses éditions, comprendre que l'acception de la supériorité de la race blanche et tout ça puisse être toujours d'application aujourd'hui. Je dis oui. Je dis positivement oui. Qu'est-ce qui le prouve? Oui, tout simplement. Les relations nord-sud, telles qu'on les explique aujourd'hui, ce sont les relations des rapports du fort au faible. C'est ça la présentation de la chose. C'est-à-dire, il y a d'un côté ceux qui ont entre leurs mains l'essentiel des activités mondiales, qui les gèrent à partir de leur position, et ceux qui sont soumis à subir les fluctuations éventuelles causées par autrui. Bien. Et dans les concerts des nations, nous ne sommes pas considérés en tant que tels comme étant les nations participantes, mais c'est plutôt comme les sous-nations assistées, en plus, dirigées de l'extérieur. C'est une affirmation grave. Mais écoutez, prenez les livres de Madame, vous verrez très bien ce qu'elle en dit par rapport au Gabon, entre parenthèses, qui produit à peu près, je ne sais pas combien, il y a presque 3 milliards de dollars qui sortent des puits du Gabon au niveau, par rapport au pétrole, mais bon, la consommation interne est de combien? Pas grand-chose. L'essentiel de ces activités-là se passe sur la France. L'affaire Elf nous a démontré à suffisance l'implication de la France dans la gestion aussi bien de l'Angola, du Congo-Brazzaville que du Gabon. Donc ça, c'est même pas caché. Là, je ne suis pas en train de pouvoir créer les fils à couper le beurre, donc tout le monde le sait. C'est pas ça le problème. Mais tout simplement, dans les relations que nous entretenons avec les pays occidentaux, vous verrez facilement qu'effectivement, il y a un supérieur qui donne les ordres, qui implique, qui impose, et puis les autres qui doivent subir. C'est sa façon. Mais le discours officiel n'est pas celui-là. Le discours officiel, c'est celui qui dit que nous sommes des partenaires, ou bien des pays, des États sont des partenaires. Et sur quelle base affirmez-vous cela? Mais j'aimerais bien être votre partenaire dans la mesure où on arrive à la même table, dans les mêmes conditions. Or, habituellement, nous n'avons pas la table dans les mêmes conditions. Il y a celui qui décide et celui qui doit devoir subir la décision. Nous faisons partie, au fait, des entités qui subissent depuis très longtemps. Ben, tout simplement, c'est la nature. C'est là, maintenant, je reviens à votre question qui parlait du darwinisme. C'est la nature humaine. Il n'y a rien de spécial là-dedans de pouvoir concevoir qu'effectivement, le fait que nous subissions, il faut qu'on puisse demander ou implorer qu'on puisse ne pas subir. Non. Nous devons nous prendre en charge, prendre en considération qu'effectivement, la nature est telle qu'elle, d'où j'ai fait maintenant, je me rapporte à Darwin en disant que c'est les plus forts qui régnera toujours, et pour l'instant, c'est le cas. Alors, tant que nous ferons partie des plus pauvres, pas du fait que nous sommes pauvres, du fait que nous sommes désorganisés, du fait qu'on n'a pas compris encore l'essence de l'orientation de la vie humaine, par conséquent, nous subirons toujours. C'est un peu ça la grande difficulté qu'il faut devoir expliquer à nos compatriotes congolais et africains en général. La désorganisation et le manque d'ambition, de prédation éventuelle, nous disparaîtrons. Malheureusement, c'est ça. J'aimerais bien vous donner raison à vous entendre parler, mais là, je me dis que vous niez même la définition qu'on accorde à nos entités
découpé depuis que nous avons acquis les indépendances en Afrique. C'est pour dire que le Congo n'est pas un État, M. Jean-Pierre Samba. Oui, un grand merci d'abord pour la question qui m'est posée. Il est vrai qu'en voulant répondre à cette question, et en écoutant ce que notre ami Guillaume vient de dire tout à l'heure, ça nous conduit tout simplement à dire une chose. La nation congolaise est un État véritablement, avec tous les attributs du, n'est-ce pas, à un État. Mais si on parle ici, n'est-ce pas, des termes partenaires, ce qu'il faut retenir, c'est que ce terme a été utilisé dans le seul but, n'est-ce pas, d'enrober la pilule qui est amère, eu égard aux relations telles que nous les vivons. Parce que dire que nous sommes des partenaires et ne pas nous traiter de manière égale, cela démontre à suffisance la tricherie ou bien la magouille qui entoure, n'est-ce pas, ces concepts-là. C'est une façon de montrer à qui veut le savoir la continuité, n'est-ce pas, de la dépendance de notre pays vis-à-vis de ses anciens colonisateurs. Ceci étant, parce qu'on y est certainement, vous allez comprendre qu'il y a des éléments qui soutiennent cette conception. Et parmi ces éléments, je pense peut-être que nous sommes en train d'y aller vite en besogne. Vous avez ce que l'on qualifie de dette vis-à-vis, n'est-ce pas, des pays du Nord. Mais une dette en soi, quand on regarde, n'est-ce pas, l'histoire de nos pays respectifs, vous allez vous rendre compte tout de suite que ce n'est pas franchement la question des dettes économiques comme telle, mais c'est une dette politique qui est en train, n'est-ce pas, de démontrer la volonté affichée et avérée de ces pays qui nous ont colonisés hier à ne pas quitter ces pays africains où ils ont puisé tout ce qu'ils avaient besoin pour le développement. Est-ce que ce n'est pas pour dire, en d'autres termes, que vous acceptez que les pays africains sont des pays autonomes, indépendants, libres, qui entreprennent une démarche vers leurs partenaires pour demander et contracter ces dettes? Non, je ne dirais pas que ce sont des pays autonomes, mais ce sont des pays, n'est-ce pas, qui sont mis devant un fait accompli. Mais qui les met devant ce fait accompli? Mais écoutez, c'est le plus fort, c'est le plus puissant. C'est lui qui détient, n'est-ce pas, la puissance financière. Est-ce que la puissance se décrète? Mais écoutez, la puissance, ça s'impose. Et c'est ça le problème dans lequel nous nous trouvons. Il y a une imposition, et étant incapable, n'est-ce pas, de dire le contraire ou de déjouer cette imposition, on est devenu des dépendants pour la simple et bonne raison aussi que ceux qui contractent ces dettes-là ne les font pas dans le but d'aider leurs populations respectives, mais tout simplement parce qu'ils se font les valets de ces impériums-là, et raison pour laquelle nous disons ouvertement qu'il ne s'agit pas d'un problème économique où les pays seraient incapables même de payer leurs dettes, mais c'est tout simplement un problème purement politique qui fait que vous devez continuer à dépendre de nous, nous devons continuer à être les plus puissants, et à tout moment que vous avez un petit projet à concocter en faveur de vos populations, vous devez mordicus vous tourner vers nous. C'est ça le grand problème. Oui, si je comprends bien, est-ce que M. Mbungu, vous partagez cette opinion de M. Jean-Pierre Samba? Parce qu'au fond, là, il met en doute la notion de liberté que nous proclamons en Afrique. Nous disons que nous sommes libres. Le Congo, c'est depuis le 30 juin 1960. Le Cameroun, je crois, en 60 ou 61. Et alors, est-ce que nous sommes libres, M. Mbungu? Et qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas toujours dépendre de l'Europe ou de l'Occident en général? Pour ne pas toujours dépendre de l'Occident, pour moi, nous devons d'abord nous entendre, pouvoir jouir de notre liberté. Malheureusement, dans nos pays, ceux qui sont au pouvoir, ce sont eux qui se laissent prendre, qui se laissent soudoyer pour pouvoir vendre le pays. Prenons le cas de notre pays pour le moment. Les élections qui viennent d'avoir lieu maintenant, c'était une mascarade. Ce n'était pas les véritables élections comme ça se fait ailleurs dans le monde. Mais malheureusement, les gens qui sont élus, les gens que nous croyons, qui ont fait de bonnes études, qui ont été dans les pays développés, tout ça, et qui sont au pouvoir maintenant, eh bien, quand ils étaient brillants. Maintenant, quand ils rentrent chez nous,
ils sont plus bas que les autres. Alors, on dirait que nous sommes complexés devant les Blancs. Évidemment, les Blancs font tout pour son intérêt. Mais c'est à nous à comprendre que ces intérêts doivent être partagés. Il faudra que nous puissions en profiter aussi. Okay. Malheureusement, je crois que nous devons d'abord prendre conscience, défendre nos propres intérêts et vis-à-vis de ceux que les Blancs veulent exploiter. Merci beaucoup, M. Mbungu. Je vais demander à M. Giscard Eteki si réellement il partage l'idée de M. Guillaume Mandiolo, l'auteur de cet ouvrage, lorsque tantôt il dit qu'il faudrait que les peuples africains, et le peuple congolais en particulier, revendiquent sa liberté. Et d'autre part, il parle d'arracher la liberté. Pourquoi cette fluctuation de concept? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Qu'est-ce que vous lui proposerez? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez là-dessus comme démarche à suivre? Parce que nous sommes tous d'accord que les privations, les répressions, les massacres, les génocides méritent à un peuple de sortir de cette logique, de sortir de cette dynamique pour conquérir la liberté. Mais est-ce qu'il faut la revendiquer ou est-ce qu'il faut l'arracher? S'il faut la revendiquer, auprès de quelle institution? Voilà, avant de répondre à la question, il me semble important de faire d'abord un état de lieu sur tout ce qui a été préalablement dit. Donc j'en viendrai d'abord sur le tableau qui a été brossé sur la relation asymétrique de pouvoir entre le centre, ce que j'appelle le centre, et la périphérie, c'est-à-dire l'Occident et leur allié traditionnel, les États-Unis, et le reste du monde. Il y a un constat qui est indéniable, c'est qu'aujourd'hui, la souveraineté dont on parle, je l'entends dans son sens formel et dans son sens matériel, n'est pas véritablement la souveraineté telle que les concepteurs du terme l'ont envisagée. Je veux dire, aujourd'hui,